de la cité, et puis qui correspond aussi à une construction qui est vraiment en lien avec la Troisième République. Donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette mairie de Langeac. En termes donc sur le territoire sur lequel nous trouvons, on avait une mairie aussi conséquente qui était la mairie de Brioude, qui était aussi insufflée dans cette dynamique de la Troisième République, qui malheureusement a connu un incendie. Donc aujourd'hui on a une mairie moderne, et au final après on a de plus récente entre le XXe et le XXIe siècle, mais il y a quelques vestiges qui doivent vous interroger, qui sont ces arcades que vous avez effectivement conservées le long en fait de certaines façades. Ces éléments-là indiquent, et la place en fait le confirme, la présence d'un ancien couvent, le couvent donc de Notre-Dame de Sainte-Marie, donc un couvent de religieuses qui s'est établi au milieu du XVIIe siècle, et plus précisément la fondation date de 1645. Il faut bien comprendre que le cœur originel, et on le verra tout à l'heure pour ceux qui m'accompagneront à la collégiale Saint-Gall de Langeac, on sera vraiment dans la partie médiévale de la cité, mais à partir du début du XVIIe siècle, cette ville de Langeac et surtout la périphérie en fait du bourg médiéval va voir l'installation de nombreuses communautés monastiques, que ce soit surtout les ordres mendiants, à la fois des communautés de religieux et de religieuses. Et ici, on est effectivement sur le parcellaire de ce couvent, donc Notre-Dame de Sainte-Marie. Derrière, vous avez la fameuse fontaine Sainte-Marie, que les Langeadois connaissent bien. Cette fontaine, derrière, vous avez un corps de bâtiment. C'est en fait juste le retour de ces bâtiments-là, qui sont les anciens communs du couvent. Donc, le cloître, les communs, et puis ce bâtiment-ci, qui a abrité en fait l'église de la communauté. Et en fait, quand vous venez à Langeac, quand vous assistez et quand vous participez à des réunions, ou pour certains qui se sont mariés dans la mairie de Langeac, dans la fameuse salle des mariages, on est avec la salle André-Olivier dans les vestiges justement de cet ancien édifice, donc de cette ancienne église. Alors, si on continue un peu le déroulé, on est effectivement au cours de ce milieu du XVIIe siècle. Les années s'écoulent et arrive un événement majeur de la fin du XVIIIe siècle, c'est bien évidemment la Révolution française qui va secouer, si je puis dire, ces territoires à l'échelle bien sûr de la France, mais à l'échelle aussi de nos secteurs et surtout des communautés monastiques qui étaient implantées déjà depuis l'époque médiévale et celles évidemment qui se sont organisées au cours du XVIIe siècle. Et ces bâtiments vont être vendus à partir en fait donc de 1792 comme biens nationaux. Une partie des bâtiments, et on le comprend aisément ici, vont être achetés par différents propriétaires privés, mais la municipalité d'alors va acquérir une partie de l'ancien couvent, la partie qui constituait, si je puis dire, l'édifice religieux, pour y installer la mairie. Ça veut dire que depuis 1792, la mairie est ici. On avait une maison communale, parce que la particularité aussi de la ville de Langeac, c'est que dès en fait le XIVe siècle et dès le XVe siècle, on a une organisation qui s'est mise en œuvre, en partie liée bien sûr à la collégiale, mais aussi une organisation qui était liée aux bourgeois, aux marchands qui s'étaient organisés par effectivement le commerce, qui était très important bien sûr avec la présence de l'Allier et qui faisait le lien entre le Velay et bien sûr la Margeride et le Gévaudan. Et donc on avait une sorte de société civile véritablement qui était organisée à Langeac, mais on n'avait pas forcément une charte de franchise. Donc il y avait déjà, on va dire, une organisation administrative. Et puis ça s'est renforcé bien sûr après la Révolution française, et de 1792, donc avant 1792, on avait déjà ce qu'on appelait une maison communale, mais qui n'était pas située à cet emplacement-là, elle était plus proche en fait de la collégiale Saint-Gall. Et donc, la mairie qui s'installe ici va bénéficier véritablement de travaux de manière plus tardive, puisqu'il faut attendre la fin du 19e siècle. On est dans les années 1897-1899. Vous verrez, parce qu'on va rentrer justement sur l'entrée principale de la mairie
depuis cette reconstruction à la fin du 19e siècle. Et vous verrez, il y a un petit panneau là qui rappelle justement ces dates. Qu'est-ce qui se passe? On est donc fin du 19e siècle et on est surtout en lien avec cette Troisième République qui apparaît en 1870 après la guerre et qui va exister jusqu'en 1940, en juillet 1940, avec par la suite l'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir. Et donc, au cours de cette période-là, on va voir émerger véritablement la République et asseoir aussi les fondements de la République. Et pour asseoir ces fondements de la République, ça va passer par l'entremise de plusieurs lois. D'abord des lois qui sont liées plus à l'éducation, qui est donc la première, c'est la loi Guizot de 1883, et puis la loi Falgoux de 1860, qui sont liées à la création et à l'obligation surtout aux municipalités de mettre en œuvre des écoles. La loi Guizot, c'est les écoles de garçons. La loi qui va suivre, c'est les écoles de filles. Et quand on organise en fait l'espace urbain, ce nouvel espace, on va avoir des besoin d'une école. Et souvent, par l'entremise des besoins de cette école, on va instituer ce qui va apparaître couramment dans cette période-là dans plusieurs grandes villes et puis dans des villes de moyenne importance, c'est la mairie-école. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en 1884, il est décidé d'avoir un bâtiment dévolu exclusivement à la mairie. Donc si je puis dire, Langeac a une petite longueur d'avance puisque c'est déjà mis en place dès 1792. Et ce qui se passe, c'est qu'on va à partir de 1884 voir sur les 36 000 communes de France la création, l'installation soit des mairies-écoles, soit de mairies véritablement, comme la mairie de Langeac. Même si ce qui est intéressant ici, c'est que cet édifice, cette mairie, a aussi abrité une école qui était l'école de filles, puisqu'il y avait cette obligation à partir de 1860, et que cette école, elle va être présente de quasiment des années 1860 jusqu'à 1910, où ensuite va être créée l'école Jules Ferry, juste un peu plus loin d'ici. Donc, cette organisation-là fait qu'on a bien cette mairie-école, et en fait, il suffit d'observer là-haut le fronton, puisqu'on devine encore la présence de l'inscription de l'école maternelle. Et cette inscription, elle a été remplacée, et je vous ai amené deux petites cartes postales là qu'on a mis un peu plus en grand, par l'installation des postes, donc télégraphe, téléphone. Donc je vous fais circuler. Ça veut dire que ces cartes postales-là, vous connaissez sûrement, elles datent d'après 1910. Avant 1910, c'est l'école maternelle. Après 1910, c'est bien les postes, donc télégraphe et téléphone. Donc on va retrouver effectivement la façade. La façade, elle n'a pas évolué, puisqu'elle est vraiment liée à la reconstruction des années 1897-1899. En termes de matériaux, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce que tous les Langeadois connaissent, la pierre de Saint-Roch, donc cette colline Saint-Roch, qui est un ancien volcan lacustre qui a servi effectivement dans la construction d'édifices médiévaux. Le plus emblématique, c'est à tout près d'ici, c'est l'église Saint-Marcellin de Chanteuge, qui date de l'époque romane et qui est entièrement bâtie avec cette pierre de Saint-Roch. On va la retrouver bien sûr au travers de la collégiale Saint-Gall, mais de manière un peu plus tardive. Et elle est aussi mise en œuvre dans le bâti du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant aussi à observer, c'est la mise en œuvre en fait de ces briques qui sont une des caractéristiques, si je puis dire, de la construction aussi dans cette fin du XIXe siècle et qui font le lien aussi avec l'activité industrielle véritablement qui se met en œuvre à la fin de ce XIXe siècle. Donc on va retrouver bien sûr des briqueteries, et puis il y a toute cette activité, donc on le met en œuvre aussi dans les matériaux. Donc on va laisser la place de la Favière, vous pouvez faire circuler les documents, il n'y a pas de souci, et on va se placer, vous ferez attention parce qu'il y a quelques travaux, donc parfois vous m'écoutez, c'est bien, et puis après hop, petite chute, c'est pas l'objet, surtout pas, d'accord? Donc faut regarder bien, vous mettez vos pieds, et on va s'installer sur la façade principale, parce que cette façade principale, que vous voyez quotidiennement pour ceux qui habitent à Langeac, elle délivre aussi des messages.
Ces messages, ils sont intimement liés à la République et surtout à la Troisième République. C'est bon pour vous tous, donc oui, c'est parti. Que je vais vous faire passer, de voir que l'organisation spatiale de ce lieu-là est très différente, surtout sur la partie basse, puisque vous allez voir qu'on a utilisé, voilà, il y avait des espaces qui étaient dévolus à des petites boutiques, il y avait des choses comme ça, et puis surtout ce qui est très intéressant, c'est que vous avez en fait ce portail. Donc un portail qui est similaire à celui que vous avez en fait à l'entrée de Longevial, qui était un portail 18e. Ce portail-là, c'est un des vestiges qui correspond à l'ancien couvent, qui avait été conservé et qui avait été effectivement utilisé lors des travaux de restauration, de reconstruction de la mairie. Donc, quand vous observez, il faudra faire des coupures. On va faire un montage. Quand vous observez en fait ce bâtiment, vous avez deux parties bien distinctes. En fait, une partie avec ces grandes ouvertures. Tout à l'heure, on va découvrir des espaces que vous connaissez. Ces éléments-là, c'est-à-dire cette partie-là qui correspond vraiment aux parties donc, de l'accueil et aux parties donc, de la grande salle André Olivier, c'est des éléments qui correspondent à ce qui subsistait de l'ancien édifice religieux. Et c'est encore plus visible qu'on se trouve en fait dans la salle André Olivier et surtout dans la salle qui constitue aussi la salle des mariages aujourd'hui. Donc on a une partie qui est traitée effectivement avec ces grandes ouvertures, ces systèmes de bossage que vous voyez dans les angles et autour des baies. Et puis ce qui va être magnifié véritablement, c'est la porte d'entrée de l'hôtel de ville. On va retrouver alors effectivement des choses qui font référence à un certain modèle architectural qui est plutôt un modèle qui est lié à l'Antiquité, qui a été très prisé au cours du XVIIIe siècle et dont certains éléments vont être repris au XIXe siècle. Souvent, ce type d'architecture, de ces hôtels de ville, c'est souvent un style très éclectique où on va avoir plutôt un mélange en fait de genres qui est là aussi pour, on va dire, donner des repères et avoir une lecture qui est vraiment liée aussi au symbole de la République. Donc, on a un premier élément avec cette porte, vous voyez encore là des bossages, on a ce fronton triangulaire, et puis on a vraiment une ascension avec donc, ce premier balcon, et puis le dernier balcon, le dernier étage où nous irons, qui est vraiment la salle emblématique, qui est la salle du conseil. D'accord ? Ensuite, vous avez donc tout un répertoire là encore donc ornemental, avec la présence donc de ces consoles, avec ces figures de lion, ces enroulements, donc on a aussi ces clés. Donc on est bien dans un répertoire avec tous ces bossages qui correspondent classiquement à ce style, on va dire, éclectique du 19e siècle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on amorce vraiment la partie supérieure, on va retrouver, au-delà des symboles de la République, les symboles de la ville, avec le blason de la ville de Langeac, qui a été choisi au XVe siècle. Donc c'est un blason qui est ancien, où on voit marqué « qui veut, peut ». Et surtout, on a l'emblème au final de la ville, depuis le XVe siècle, qui est ce fameux coq. Là, on fait référence plutôt à l'occitan, le zei, l'anzé, l'anza, donc Langeac, effectivement. Mais ici, ce coq, il a une double effectivement connotation, puisque je vous rappelle que même si ce n'est pas l'emblème officiel, le coq représente, symbolise la France. C'est un élément qui va être très souvent repris, bien évidemment, au cours de cette Troisième République. Donc on a une double lecture au final, à la fois le blason historique de la cité langeadoise et en même temps un attribut effectivement républicain par excellence, le coq. Si on voit en fait un peu plus haut, vous avez en fait donc la partie qui correspond aux salles donc, du conseil. On voit effectivement qu'il y a une différence de matériaux. On va retrouver cette brique qui a déjà été mise en œuvre dans certains éléments qui donnent sur la place de la Favière. En fait, cette partie-là, elle va vraiment rehausser le bâtiment antérieur. Et cet espace-là va servir aussi de support à l'horloge municipale. C'est l'horloge municipale qui donne l'heure.
et non plus seulement la cloche de l'église. Et si vous êtes un peu vigilant, et vous y ferez attention sûrement, quand vous allez redescendre de la route du Puy, quand vous arrivez en fait dans les virages de la Madeleine, vous avez un point de vue sur la cité langeadoise. Il y a eu une volonté en fait de la municipalité, et donc de l'époque qui s'appelait donc Monsieur Marsin, et de son architecte donc Eugène Ripoux, qui est un architecte clermontois qui a travaillé à Clermont mais également à Lyon. C'est que, et ça c'est vraiment cette notion aussi de ce pouvoir transparaît vraiment avec la Troisième République, qui est un pouvoir politique qui va être supérieur au pouvoir économique, mais surtout au pouvoir religieux. Et ça acheminera au début du XXe siècle avec la loi de séparation de l'État en 1905. Et ce qui est intéressant, c'est que la volonté municipale, elle est magnifiée en fait par le travail donc, architectural d'Eugène Ripoux, qui va surélever en fait pour que, si je peux dire le beffroi, donc l'horloge municipale supplante le clocher de la collégiale Saint-Gall. Ça se voit pas forcément quand vous êtes dans la ville, on le devine un peu quand vous êtes au Mont-Saint-Roch avec les 3 grammes, mais c'est vraiment flagrant quand vous êtes dans les virages de la Madeleine. Parce qu'on a un axe de vue qui est vraiment, voilà, la collégiale et la mairie. Donc, au travers en fait, d'un bâtiment comme ça, il y a plusieurs éléments en fait, de lecture. Autre élément aussi, dans l'angle en fait, donc, du bâtiment, vous avez donc un décor là qui rappelle en fait, et on en verra d'ailleurs tout à l'heure au niveau de la cheminée dans le conseil municipal, donc c'est cuir découpé, et au centre bien de ce cuir découpé trône la devise, évidemment, donc liberté, égalité, fraternité. Cette devise qui donc apparaît déjà au siècle des Lumières, elle est portée par les philosophes du siècle des Lumières. Elle va prendre ses lettres véritablement de noblesse au cours de la Troisième République, et vraiment en 1958, elle devient la devise officielle de la France. Et donc on la retrouve naturellement, mais pas forcément à la place de choix, puisque ce qui trône véritablement ici, au centre de la façade, c'est bien le blason de la ville de Langeac et la devise de la ville de Langeac. D'accord ? Donc voilà, il y a plusieurs lectures en fait à avoir quand on observe ce type de bâtiment. Et si vous regardez bien aussi, vous avez là juste au-dessus en fait du fronton, vous avez 2 rameaux. Un rameau d'olivier et un rameau de chêne. Regardez-les, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc maintenant, on va dire au cours des années, et puis selon les municipalités qui se sont succédées de travaux conséquents, les derniers en date, c'est ceux que vous connaissez, qui sont les plus récents. Mais ce qui est intéressant, c'est que au travers de ces travaux, vous avez ici donc ces piliers qui sont en fait la base de l'ancien édifice religieux de la communauté. Alors, on ne peut pas effectivement signifier si c'est l'édifice, donc l'église, si c'est une chapelle, parce que ça, malheureusement, on est très très mal renseigné. Ce qu'on sait, en fait, c'est vraiment voilà, que ces lieux ont été occupés par la communauté de Notre-Dame de Sainte-Marie. N'empêche que dans les vestiges qui subsistent, on a bien cette partie qui a été rachetée donc, par la municipalité en 1792 et qui correspond bien, à ce bâtiment donc, religieux. On va retrouver en termes de matériaux ce que vous connaissez bien sûr, cette fameuse pierre donc, de Saint-Roch. Donc forcément, les aménagements qui ont été faits au cours donc, des différentes époques ont scindé l'espace en 2. Et quand vous êtes donc, dans cette fameuse salle des mariages où nous allons aller, eh bien, on est sous la voûte en fait de l'édifice. Ça veut dire qu'on avait une hauteur qui était bien plus importante et surtout un volume bien plus conséquent que ce qu'on voit aujourd'hui, puisque ça a vraiment été divisé en 2. Avant qu'on ne monte justement dans la salle des mariages, on parlait des matériaux, je vous évoquais la brique à l'extérieur, vous avez franchi donc, et on va monter pour ceux qui le souhaitent, par l'escalier, après il y a l'ascenseur, donc il n'y a pas de souci. On va prendre l'escalier d'honneur, cet escalier d'honneur, il est lui réalisé en pierre de Volvic. La brique et la pierre de Volvic, ce sont 2 marqueurs très importants du développement de la ville
qui est intimement lié, je ne vous ferai pas la leçon, à l'arrivée du train. À partir de 1866, et surtout de 1866 avec la construction donc, de la ligne dans les gorges, on voit arriver des nouveaux matériaux, qu'on pourrait dire modernes, et qu'on se doit de mettre en œuvre dans les bâtiments municipaux, comme bien dans certains hôtels ou maisons de maîtres, ou des maisons bourgeoises, parce que c'est le nouveau matériau à la mode. Donc cette pierre de Volvic, c'est vraiment un marqueur de l'évolution architecturale de la fin du 19e siècle. Avant, c'est les matériaux locaux, la brique existe, puisqu'on a quand même beaucoup de traces de zones d'argile et de briqueterie dans nos secteurs, mais voilà, la pierre de Volvic, c'est un marqueur aussi extrêmement important. Et on va la retrouver, cette pierre, eh bien évidemment, dans l'escalier d'honneur, puisque à la manière, on va dire, des hôtels particuliers du XVIIe, XVIIIe siècle, on a un escalier d'honneur qui permet eh bien, de gravir, on va dire, les étages et d'amener forcément aux salles principales. Et la salle principale, c'est bien la salle du conseil municipal. Donc on va prendre un peu de hauteur, aller observer donc cette salle qu'on appelle la salle Lafayette, qui est donc la voûte en fait de l'ancien édifice religieux. Aujourd'hui, dans la fonctionnalité de la mairie, puisque c'est la salle des mariages, ce qui est intéressant, c'est que cet édifice, peut-être, voilà, cette salle dans laquelle vous êtes rentré, je sais pas, on passe, effectivement, quand on assiste au mariage, on rentre dans cet espace, on rentre forcément, on emprunte l'escalier, mais là, vous êtes sous la voûte, effectivement, de l'ancien édifice, qui est bien lié au couvent Sainte-Marie. On va retrouver, bien sûr, cette pierre qui est omniprésente dans la cité langeadoise. On a une mise en œuvre avec cette pierre, effectivement, régulière, bien taillée. On voit les arêtes de la voûte. Vous avez le grand arc ici, qui vient doubler la voûte, qui signifie aussi que, bien, il ne subsiste qu'une partie ici, mais on peut estimer que ces arcs qui doublent la voûte amenaient sur d'autres espaces. Donc, on avait probablement ce système de voûte d'arête qui se prolongeait. La proximité qu'on a avec la voûte, évidemment, ça peut surprendre, mais ça donne aussi une notion en fait d'élévation et d'échelle. C'est quasiment la même notion en fait d'échelle que quand vous êtes dans la collégiale Saint-Gall. Sauf que quand on est dans la collégiale Saint-Gall, eh ben, on n'a pas le nez effectivement sous la voûte. Donc ces éléments-là, y compris les ouvertures, c'est bien cette partie ancienne. Tout comme aussi la porte que vous avez, qui est donc la porte bien originelle de la mairie. Donc elle a été mise en place effectivement lors des travaux de restauration à la fin du 19e siècle, mais elle a toutes les caractéristiques d'une porte 18e. Il suffit d'aller, je pense, au Jacquemart par rapport à Langeac, où on a des éléments de boiserie de cette période-là. On est effectivement là aussi encore dans un élément de vestige de cet ancien couvent Sainte-Marie. Après, donc on va monter effectivement un étage. Cet étage, c'est l'étage effectivement de l'hôtel de ville et du fonctionnement de l'hôtel de ville, avec cette salle du conseil où j'évoquais tout à l'heure ces fameux rameaux. Eh bien, on va observer parce que on va voir que dans les éléments en fait donc, de décor, ils vont revenir, et il y a d'autres choses aussi qui vont revenir au niveau de la décoration. Ça veut dire que parfois on passe rapidement auprès de ces bâtiments qui paraissent anodins ou qui font partie de notre quotidien, mais quand on est face à des bâtiments, et d'autant plus dans des bâtiments comme ça, donc de lieux effectivement donc, publics et de lieux de pouvoir public, on a, surtout à la fin du 19e siècle, toute cette lecture que j'ai commencé effectivement à appréhender bien que sur la façade. Donc, hop, on va... Deux fonctions. Donc cet espace-là, il est lié vraiment à on va dire à cette notion en fait de mairie-école. Donc on avait effectivement jusqu'en 1910 une partie qui était dévolue aux enfants et qui était dévolue aux enseignants. Et n'empêche que ici, on a bien la salle du conseil municipal, donc qui elle aussi a été restaurée et qui est très intéressante de par en fait les décors que vous allez retrouver à la fois au niveau des corniches, au niveau des portes bien sûr, ça montre aussi les axes de circulation, et puis la cheminée, parce qu'on a une magnifique cheminée à l'intérieur. Donc là c'est le petit teasing, tout le monde est prêt, on le voit.
installez-vous. Pour ceux qui n'ont jamais été conseillers municipaux, c'est l'occasion. Essayons un siège. Essayez les sièges du conseil municipal. Siège. Alors, ce qui est intéressant en fait avec les derniers travaux, c'est que on a une plus grande lisibilité au final des éléments. Auparavant, si vous étiez venu, on avait une tenture rouge qui correspondait très bien effectivement à cette Troisième République, mais qui masquait, on va dire, et assombrissait énormément l'ensemble. C'est vrai que voilà, le choix des coloris fait vraiment ressortir les détails architecturaux. Donc on a un vaste espace. Vous voyez aussi bien différentes ouvertures qui ménageaient eh bien, des circulations véritablement dans le bâtiment, un temps en direction effectivement donc, des salles d'à côté, mais des salles ici. Donc tout a été conservé, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les boiseries et les décors ont été conservés et correspondent à ce qui a été voulu entre bien la construction de 1897 et 1899. Il y a des éléments, là encore, qui font référence eh bien, à ce vocabulaire issu de l'Antiquité. On s'en rend compte surtout au niveau en fait, donc, des corniches, puisque vous avez un système donc, très répétitif en fait, de triglyphes et métopes, avec juste en bas ces petites gouttelettes. Ces éléments-là, hein, c'est ce qui était très courant, on va dire, dans eh bien, l'architecture antique, et surtout dans l'attique justement de ces temples hein, gréco-romains. Et ce vocabulaire-là, il a été largement repris au cours du XVIIIe siècle, et on va le retrouver en fait, là encore, dans le vocabulaire ornemental et décoratif du XIXe siècle. Autre élément aussi, c'est ce système-là que vous avez en fait de console, avec cette feuille que tout le monde connaît, qui est la feuille d'acanthe. Cette feuille d'acanthe qu'on retrouve là encore déjà dans la sculpture à l'Antiquité et qui va jusqu'au XIXe siècle. Cette feuille d'acanthe, elle a une matérialité et surtout elle est extrêmement plastique et elle permet en fait de se développer quasiment partout. Et ça crée effectivement un motif végétal là encore récurrent. Ensuite, vous avez ces systèmes aussi donc, qui sont repris au niveau des ouvertures. Et si vous regardez bien, juste au niveau en fait, des consoles dans les angles, vous allez retrouver ces motifs végétaux. Ces motifs végétaux, ils sont très présents eh bien, au niveau de cette cheminée. Alors, au-dessus, effectivement, domine bien évidemment le buste de Marianne, parce que le buste de Marianne va être l'élément, on va dire, qu'on va retrouver dans toutes les mairies à partir eh bien, des années 1880. On est bien là aussi, hein, au travers de la figure de Marianne, sur la volonté de symboliser, de figurer, de représenter la République. Hein. Cette République qui est effectivement magnifiée sous les traits d'une femme, avec le bonnet phrygien. On va retrouver RF, donc République française. Il y a toute une production aussi de ces bustes de Marianne qui est extrêmement importante à l'époque. Bon nombre de mairies, parce que c'est aussi bien avec l'essor de l'ère industrielle, le développement bien des catalogues, et donc on va commander sa Marianne, ce qui explique qu'on a dans plusieurs mairies, même si elles sont éloignées de milliers de kilomètres, la même Marianne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être aussi voilà, de l'ordre, on va dire, de cette production en série hein, qui est vraiment liée à cette évolution industrielle. Donc la Marianne, elle est omniprésente, elle est présente dans toutes les mairies. On peut même en avoir parfois même plusieurs. Donc là, elle va trôner véritablement et elle est posée donc, sur un dé qui a été prévu bien sûr dans la réalisation donc, des boiseries de la cheminée. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve le coq et la fleur de lys, parce que là, on retrouve effectivement l'emblème de la ville de Langeac. Ce même coq que vous avez vu sur la façade principale, c'est l'emblème de la cité depuis le XVe siècle. Donc, il va trôner, hein, au même titre qu'il trônait sur la façade. Après, ce qui est intéressant en fait dans cette cheminée, c'est tout ce décor ornemental que vous avez ici.
là encore des réminiscences effectivement donc de ces décors qu'on va retrouver beaucoup à la Renaissance et qui vont être repris au XVIIIe siècle, avec ces corps d'abondance. Donc vous pourrez bien sûr vous approcher, on voit en fait ces végétaux, donc luxuriants, ces fleurs, ces fruits. La présence de la corne d'abondance montre effectivement bien qu'on est en plein essor dans cette période-là. C'est vrai que la France va connaître dans cette période des années 1880, 1890 et jusqu'on va dire au tout début du XXe siècle, un calme, une sorte de sérénité qui fait qu'on a vraiment une explosion démographique mais aussi une explosion économique très importante. Et effectivement, à ce moment-là, Langeac, c'est toute l'industrie, le train, les mines, c'est quelque chose qui est primordial dans la vie, effectivement, et dans l'évolution et l'essor de la cité langeadoise. Ensuite, vous avez d'autres éléments dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, ces fameux ici décors qu'on voit là, donc, qui sont inspirés en fait donc, de carton, de cuir découpé. Ça, c'est des motifs ornementaux qui sont connus depuis la Renaissance. On a ces volutes aussi. Et puis surtout, vous allez voir en fait, là, on va retrouver ici, donc le rameau d'olivier et ici le rameau de chêne. Ces éléments-là, vous les avez déjà vus. Alors là où vous les voyez le plus, et dont je pense que c'est quelque chose qui va là comme ça pour venir, c'est les monuments aux morts. Dans le décor en fait des monuments aux morts, dans l'ornementation des monuments aux morts, on retrouve souvent ces éléments-là. En fait, ils symbolisent, alors forcément le rameau d'olivier, c'est la paix. C'est aussi la paix qui va être liée aussi à ce moment, on va dire, d'après 1870 et d'avant 1914. Et puis, ça marque aussi, là encore, la paix qui est donnée justement par ce pouvoir public et politique qui est institué par cette Troisième République. Et le chêne, c'est un autre élément aussi qui est important dans, on va dire, la symbolique et l'ornementation. C'est la puissance, le pouvoir. Donc ces deux éléments qui vont orner en fait la cheminée, mais que vous allez retrouver au final près en fait des consoles quasiment à chacune des portes, sont des marqueurs évidemment de cette nouvelle organisation qui est liée à la République, à cette Troisième République qui est extrêmement forte, vraiment à la fin du XIXe siècle. Ça veut dire que, au travers en fait de petits éléments comme ça insignifiants, auxquels je suis certain vous n'avez pas forcément prêté attention, et on peut se dire c'est plus de l'ornementation ou de la décoration, ces éléments-là, ils sont hautement symboliques. Si on les replace dans le contexte de la construction d'un hôtel de ville comme celui de Langeac, et surtout en lien direct avec cette Troisième République. Donc on va faire le tour, puisque comme ça vous permet d'observer d'un peu plus près. On va redescendre et on va terminer pour découvrir une autre partie en fait du patrimoine de cet hôtel de ville, qui est en fait ce qu'on appelle traditionnellement la salle des gardes. Et cette salle des gardes, elle fait écho, là encore, au passé en fait de ce bâtiment, là encore lié, bien évidemment, à cet ancien couvent. Donc je vous laisse observer d'un peu plus près. Vous étiez bien là. En fait, très très important, nous on rentrera dans la salle là juste en bas. Et ce que je vous explicitais tout à l'heure, c'est que vous voyez, tout ce corps en fait de bâtiment ici qui a été en fait transformé, c'est les anciens communs du couvent. Voilà. Et là vous avez donc la fontaine Sainte-Marie qui est chère aux Langeadois et aux Langeadoises. Et on a en fait là aussi donc le captage, et on a en fait là-dessous le ruisseau donc Sainte-Marie. En fait, la ville, elle est ceinturée par le ruisseau Sainte-Marie, le ruisseau des Chars, qui est canalisé au niveau de la rue du Pont. Donc ça, c'était deux défenses naturelles. Et la défense première, c'est bien la rivière Allier, puisqu'on verra avec la collégiale que le clocher, l'Allier venait battre en fait vraiment le pied du clocher de la collégiale. Et donc, on va rentrer en fait dans la partie basse qui constitue ce qu'on appelle donc traditionnellement la salle des gardes, mais qui est un des éléments aussi qui rappelle effectivement cet ancien couvent Sainte-Marie. Donc en fait tout est lié.
Et vous aurez en plus, voilà, avec l'ouvrage là qu'on vous a remis, toute l'histoire, hein, vraiment de cette constitution, de l'origine en fait de la ville, et puis de cette organisation aussi, avec ces communautés qui vont s'implanter. Donc c'est très précieux, hein, et puis ça vous permet d'appréhender aussi, on parlait de la vigne. On parlait pas de la vigne, mais c'est dans le document. Et enfin, je parlais, pardon, de tout à l'heure du train et aussi de la mine. Et la vigne aussi faisait partie. C'est un peu le triumvirat. Et c'est intimement lié aussi à tout ce développement et cet essor de la ville. Donc on va rentrer. Je suis là, on est pas encore dedans. Est-ce qu'elle va nous faire rentrer? Si, ça a l'air, c'est juste que... Donc du coup, ici, voilà, ce qu'on retrouve, c'est effectivement ce voûtement. Alors là, on n'a plus cette voûte d'arête comme on a vu tout à l'heure dans la salle des mariages. On a cette voûte effectivement en plein cintre. C'est intéressant parce qu'on devine effectivement son prolongement. Vous retrouvez la mise en œuvre des matériaux, donc avec donc à la fois le grès et surtout la pierre de Saint-Roch, pardon. Et en fait, vous avez aussi, c'est ça qui est intéressant, une cheminée qui est conservée in situ. Et c'est aussi parce que c'est pour ça qu'aussi on l'appelle la salle des gardes, parce qu'on imagine, alors il n'y a rien de sûr, hein, mais parce que là vous êtes bien dans l'espace qui était dévolu là encore à l'ancien couvent, mais dans la tradition orale, le fait d'avoir cette cheminée donnait l'idée qu'on pouvait avoir des gardes et qu'on avait ce système-là. Après, tout ce que vous avez là ce système-là avec ces anneaux et ces crochets, c'est lié aussi à la cheminée pour pouvoir bien l'utiliser et faire cuire, faire chauffer. Enfin voilà, donc il y avait vraiment une fonction. Après, déterminer la fonction, ça reste très probablement une cuisine. Pas forcément la cuisine qui était liée aux gardes, mais peut-être bien justement l'espace qui était dévolu à la communauté monastique. Parce que cette communauté monastique, elle avait un fonctionnement régulier et il fallait bien effectivement déjeuner, souper, donc il y a aussi cette organisation-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que le découpage qui a été fait et les travaux qui ont été réalisés à la fin du 19e et puis au cours au final du 20e et du 21e siècle ont fait que c'est devenu la salle des gardes. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu aussi une occupation de ce type-là, mais c'est plus vraiment, comme je vous le disais, dans la tradition orale. N'empêche qu'on retrouve bien effectivement ces matériaux mis en œuvre dans l'ensemble vraiment de la cité langeadoise. Et c'est vrai que les travaux qui ont été faits avec la mise en lumière aussi et le mariage aussi avec le bois, ça donne une autre idée de cette salle. Donc c'est une salle que, effectivement, dans laquelle vous n'êtes pas forcément venu, même si il y avait des bals qui se faisaient là, même s'il y avait une exposition qui avait été faite par Gérard Fustier de ces fameux vêtements liturgiques qui sont présentés du coup à l'Historial Mernès, où je vous invite à aller si vous avez envie d'aller voir autre chose que la collégiale, et vous pouvez aller aussi au Jacquemart, puisque c'est aussi ouvert dans le cadre de ces journées du patrimoine aujourd'hui et demain. Donc il faut profiter effectivement de ce patrimoine langeadois qui est géré en partie par des associations, et puis bon, ici on est effectivement avec la municipalité, mais voilà, on a la chance aussi dans cette cité d'avoir un patrimoine exceptionnel, qui a permis effectivement de comprendre aussi l'histoire, et puis d'obtenir aussi ce label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, parce qu'au final je me rends compte que j'ai attaqué comme d'habitude, tambour badant, et puis Marie-Lise, en gros, tout le monde la connaît, mais j'ai effectivement la charge depuis maintenant une vingtaine d'années de ce label Ville et Pays d'Art d'Histoire avec ma collègue Aurore Jarry. Donc tous ceux qui font les visites avec nous ont eu l'occasion de voir l'une ou l'autre ou les deux. Et on a à cœur, nous, de valoriser ce patrimoine au travers des visites, au travers des conférences, au travers des publications. Et c'est toujours un plaisir, et avec les journées du patrimoine bien évidemment, mais voilà, vous savez que tous les week-ends, en fait, on est sur ce territoire et qu'on essaie de vous le faire découvrir, alors aux habitants, aux locaux, et puis à ceux qui viennent, bien sûr, nous rendre visite un peu plus loin. Alors, plus loin, c'est vite dit. Cantal, Puy-de-Dôme, la Lozère, et peut-être d'ailleurs aussi. Donc voilà, donc en tout cas, moi, je vous remercie. Je remercie Monsieur le maire, ses adjoints, ses conseillers pour leur accueil. Merci à vous d'avoir pris le temps de venir.
D'avoir une session supplémentaire pour la collégiale. Oui, attention, oui. Comme Monsieur Beau l'a signifié tout à l'heure, donc le 9 décembre, il intervient, et nous intervenions le 6 janvier donc, 2022 à l'Université pour tous pour une conférence sur la vigne. Voilà, merci Yveline. Voilà, sur la vigne. Voilà, parce qu'on a un partenariat aussi avec l'Université pour tous, enfin voilà, avec toutes les collectivités, les associations, enfin tous ceux qui veulent bien de nous. Nous sommes ravis de travailler tous ensemble. Donc je vous laisse un petit temps qui doit être assez court. Je vais boire un petit verre d'eau et pour ceux qui veulent suivre, on se retrouve devant la collégiale Saint-Gall. Ça marche? Merci à tous.